L'objectif, c'est de faire x20 en 4 ans, atteindre 100 000 m² de surface d'accueil d'entreprise et d'atteindre 10-12 000 startups à peu près. Alors, bienvenue au MT Lab. Nous avons un invité de marque aujourd'hui, Loïc Dosseur, qui était DG de Paris & Co de 2014 à 2023, jusqu'à tout récemment. Le MT Lab l'a invité, puisqu'en fait, il y a un petit peu de temps enfin pour pouvoir voyager et tout. Et on l'invite aussi parce que le MT Lab, il faut connaître un peu l'histoire. En 2015, il y a eu une délégation de Québécois qui sont partis à Paris voir l'écosystème d'innovation, dont le Tourisme Montréal, l'UQAM et la Ville de Montréal, qui ont visité un incubateur de Paris & Co qui s'appelait le Welcome City Lab, un nouvel incubateur en tourisme. C'était tout à fait nouveau. Ça faisait 2-3 ans que ça existait. C'était Laurent Cage qui gérait ça. Et ces trois personnes-là sont tombés en amour en disant « Wow, il nous faut, nous aussi, un Welcome City Lab à Montréal. » Alors, ils ont importé l'idée, mais pas le nom. Le nom Welcome City Lab, ça faisait trop français d'ailleurs. Alors, on l'a appelé le MT Lab. Mais l'histoire est effectivement que le modèle d'affaires, ce qu'on fait, donc nos événements, les démos day, la manière qu'on a des partenaires, cette notion d'innovation verte est effectivement complètement inspirée de Paris & Co, mais adaptée à la sauce québécoise parce qu'on a un marché différent, un modèle d'affaires différent qu'en France et évidemment peut-être une créativité ou en tout cas une manière de faire les choses différemment. C'est tout, c'est bien. Mais c'est vrai qu'on l'a adapté. On l'a invité cette semaine parce que j'ai fait découvrir tout l'écosystème. Au fond, on va parler beaucoup de Paris, mais à travers ça, on va pouvoir comparer avec Montréal et le Québec, parce que tu as vu quand même assez de choses. Mais on va quand même parler de Paris. Comment ils font l'innovation ouverte? L'innovation ouverte est quand même quelque chose de très important pour nous. Nous avons 17 grands partenaires et ils collaborent beaucoup ensemble avec des startups et aussi entre eux. Pour nous, donc, c'est ça, l'innovation verte, c'est que les gens collaborent ensemble, c'est bien important. Et c'est aussi quelque chose, je crois, que pour vous aimez ça, les startups ou les incubateurs, c'est qu'avoir cet écosystème-là, c'est, une valeur rajoutée à ce que vous faites. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter Loïc Dosseur. Il va peut-être expliquer un peu ce que c'est le Paris & Co. Et on va faire plus sous le mode d'une discussion. Ça va peut-être durer une demi-heure, 3/4 d'heure. On a un micro ensuite pour la salle. Puis après ça, on va pouvoir reprendre très tranquillement notre cocktail et continuer à discuter ensemble. Mais pour l'instant, alors Loïc, présente le Paris & Co. Présente-toi un tout petit peu. J'ai l'impression d'être dans une émission littéraire, tu sais, on va se parler. Comme ça, pas besoin. Non, c'est la grande bibliothèque en France. C'est pour la caméra, ouais. Vraiment. C'est tout pour la caméra. Merci Martin, merci de votre accueil. Et puis, très rapidement, effectivement, Paris & Co, qu'est-ce que c'est ? C'est une association, organisation sans but lucratif, mais vision économique, donc de droit privé, qui avait été créée par la ville de Paris au siècle précédent, en 1996, avec une destination d'être une agence d'attractivité internationale, donc d'aller au Québec récupérer des boîtes et les ramener en France, par exemple. Bon, ça n'a pas très bien marché. Je passe les étapes. En 2011, on commence à transformer cette agence pour y mettre un peu d'incubation, mais une incubation gratuite, telle que c'est au MT Lab aujourd'hui, quasi service public à destination d'entreprises pour les aider à démarrer un petit peu. Avec quelques paradoxes à la clé. Et en 2014, je vais directement sur ce moment-là, l'écosystème de l'innovation à Paris a commencé à exploser, puisque c'était vraiment une volonté municipale très forte de l'ancien maire Bertrand Delanoë, de refaire de Paris la place numéro 1 dans le monde pour l'innovation, puisque Paris avait disparu des classements au profit de Londres, de New York, de beaucoup d'autres grandes métropoles partout sur Terre. Et quand je dis redevenir, c'est parce qu'en 1900, Paris, donc un siècle avant, était vraiment la capitale du monde en matière d'innovation. L'exposition universelle de 1890, celle de 1900, avec la Tour Eiffel, la fête d'électricité, etc., ont fait que la planète entière est venue voir l'innovation et que Paris osait des choses absolument hallucinantes comme construire la Tour Eiffel. Enfin, il faut se remettre dans le contexte de l'époque et imaginer ce monument sortir, un tas de ferraille gigantesque de 300 mètres de haut, au milieu d'une ville historique millénaire. Beaucoup de technologie, beaucoup d'innovation à la clé. Et donc le principe, c'est de se dire on va refaire de Paris cette capitale d'innovation et l'énergie pour le faire, elle est publique. Et ça, moi, j'y suis relativement attaché. C'est une volonté politique, c'est une volonté publique, c'est de l'investissement. Et puis après, c'est l'énergie des entrepreneurs. Il y a aussi la recherche, mais je ne vais pas tout faire. Et la commande est très simple, c'est de dire il faut réveiller cet écosystème entrepreneurial qui roupille en France. Être entrepreneur et surtout réussir, c'est pas bien vu.
très clairement. On fait des grandes écoles, et une fois qu'on a fait une grande école, on intègre la Société Générale, la BNP, Total, et on devient grand chef. Bien payé, bien au chaud, et surtout ne pas prendre de risques. Les entrepreneurs qui réussissent sont mal vus. Normalement, ils passent par la case procès, ne vont pas en prison. Ça, c'est la France. Ailleurs, ils vont en prison. On a quelques exemples en tête. Mais voilà, il y a cette réputation-là. Et donc, comment transformer tout ça ? On s'y met tous à plusieurs, et on commence par transformer cet écosystème déjà d'incubation, puisque c'était un système très plafonné, où il y avait globalement à Paris une capacité d'incuber 80 entreprises. Paris, on est sur une ville de 2 millions d'habitants, une des villes les plus denses au monde, c'est 100 km², c'est tout petit, Paris, c'est absolument minuscule. 3 incubateurs à peu près sérieux, 80 boîtes incubées. L'objectif, c'est de faire x20 en 4 ans. x20 en 4 ans. Atteindre 100 000 m² de surface d'accueil d'entreprise et d'atteindre 10, 12 000 startups à peu près. L'objectif sera atteint en 4 ans, effectivement, à coût de pas mal de millions. En transformant ce marché aussi, en faisant de l'incubation un marché. Et je vais arriver à l'open innovation, rassure-toi. En faisant de cet écosystème un marché, c'est-à-dire de se dire, en fait, l'incubation de start-up, c'est plus un service public, c'est un service d'intérêt général. Et la nuance est pour moi très importante. Et on va autoriser des gens autres que des structures parapubliques à accompagner des entreprises dans leur croissance. Et donc, des outils sont mis en place, financiers, etc., qui permettent de stimuler ça. Moi, je me retrouve pas mal en charge de monter tout ça. J'étais au CAB à l'époque du maire. Et donc, on va chercher des gens. Je suis allé chercher des gens au 104, un grand lieu de culture à Paris, extraordinaire, pour leur dire, il faut créer un incubateur des industries créatives associées aux pratiques culturelles du 104. Bon. On les tire un peu par la manche, on leur donne des petits sous, etc. Ils finissent par y aller. À la Gaîté Lyrique, le Temple des Arts Numériques, même topo. Puis on va dans des hôpitaux, et puis on va voir des agences de conseil, des agences de com, et on les pousse à créer des dynamiques d'incubation, faisant le pari que ça va aller vers le haut. Et le principe qu'on a fait, c'est que l'incubation est devenue payante. Donc on en a fait un véritable business. Dire aux entrepreneurs, en fait, vous allez recevoir du service, vous allez recevoir du conseil, et ça a de la valeur, donc vous allez le payer. Pas cher, mais vous allez le payer. Et donc ça attire effectivement des gens qui veulent faire du business, plus ou moins de façon sympathique et efficace. Et puis après, on régule un peu tout ça. Et donc quand on en arrive, moi je prends l'agence Paris Seine-Cour en 2014, c'est encore une petite structure d'une trentaine de collaborateurs qui est très publique. On bascule dans du payant vis-à-vis des entrepreneurs. Et là, ils me disent, ouais, t'es sympa, jusque-là c'était gratuit, c'était sympa, c'était bienveillant. Maintenant que c'est payant, il va falloir que ça nous rapporte, nous les entrepreneurs. Donc il faut que tu nous rapportes ce qui est nécessaire. Le seul carburant nécessaire pour une entreprise, c'est du chiffre d'affaires. Et c'est là qu'on dit, ok, en fait c'était un petit peu avant, c'est 2012 pour être précis. Donc on va aller chercher le chiffre d'affaires, donc on va aller chercher des grandes entreprises, on va aller chercher les clients, on va faire de l'innovation ouverte. En 2012, on crée le Club Open Innovation, qui est le premier en Europe, qui est d'assembler des grandes entreprises, et puis ensemble de se dire, on va prendre, il y a des Américains qui ont commencé à conceptualiser un petit ce qu'est l'innovation ouverte. On va regarder si c'est quelque chose qui est applicable, si ce sont des outils qui sont applicables dans notre écosystème français, où on a quand même, en particulier à Paris, la chance d'avoir un tissu de grandes entreprises absolument incroyable. Incroyable. Il faut juste sortir d'une attitude de grands dominants qui regardent de façon un petit peu arrogante les petites entreprises, de grandes entreprises qui ont une culture de R&D. Donc, on compte sur nous-mêmes pour progresser, et en plus, elles ont plutôt réussi. La France a su quand même sortir des entreprises de taille monde qui sont des leaders, qui ont créé des équipements, des outils, des services, des médicaments très puissants en comptant sur eux-mêmes. Et là, on leur dit, en fait, vous allez vous adresser à des petits jeunes, là, des gens qui créent une boîte, ils sont 3 ou 4, et ils vont vous aider à aller mieux. Et c'est comme ça qu'on fait vraiment démarrer l'innovation ouverte à Paris, et ça a pris beaucoup d'ampleur. On a fêté les 10 ans du Club Open Innovation l'année dernière, on a pu commencer à tirer un peu des chiffres et des enseignements structurants, et donc on a vécu, mais on va en rééchanger, de nombreuses périodes, des paliers différents dans l'attitude effectivement à la fois du monde des grandes entreprises sur ce sujet-là. Et quand je dis grandes entreprises, il faut entendre aussi grands acteurs publics. L'innovation ouverte, c'est pas juste des grandes entreprises de droit privé capitalistique et les startups. C'est aussi, nous, ça a été la RATP, ça a été la SNCF, ça a été les hôpitaux de Paris, c'est la ville de Paris qu'on a amené dans des dynamiques, dans cette méthode de travail spécifique pour aller chercher de la valeur chez les plus petits que soi, aller chercher à l'extérieur quelque chose qui nous fait progresser. J'ai été long, chef. Non, mais c'est bien. Mais ce qu'on voit, ce qui est un peu différent avec de chez nous, il y a un mouvement, mettons, c'est le public qui a initié, et avec vraiment les fonds du public,
Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a amené un marché que nous, on n'a pas. Nous, c'était organique. Les incubateurs sont nés bien avant la volonté des gouvernements de dire on va créer un écosystème. C'est parce qu'il y avait un côté dynamique que les gouvernements ont commencé à dire oui, il faut encourager et aider. Puis effectivement, à peu près à tous les paliers, on nous a aidés. Nous, on est resté sur un modèle où les startups ne payaient pas. Donc, et ça, je me demande juste comme, est-ce que votre modèle d'affaires à Paris & Co se basait à la fois sur les partenaires, les startups et des subventions publiques? Alors du coup, je vais revenir effectivement sur le modèle de Paris & Co. Paris & Co, donc c'est une association. On est monté à une centaine de collaborateurs à peu près, 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec à peu près un tiers d'origine publique, où là on est sur de la subvention, puisqu'il y avait un certain nombre de missions qui étaient de portée publique. On avait des missions sur l'innovation sociale, des missions autour du handicap, innovation et handicap, etc., qui étaient financées par l'acteur public. Et puis il y avait un socle de soutien, effectivement, sur des entreprises en incubation, c'est-à-dire que grâce à l'argent public, je pouvais ne pas faire payer le prix réel. Donc le prix d'incubation était un peu sponsorisé. Le reste du financement, c'était à peu près 50%, c'était des grandes entreprises en open innovation qui achetaient finalement des partenariats pour bosser avec nous, qui pouvaient être très à l'image de ce qui se passe aujourd'hui à MTLab, comme on l'a vu ce matin avec l'Auto-Québec, c'est-à-dire une grande organisation qui vient s'inspirer, qui vient découvrir, qui vient apprendre, rencontrer des entrepreneurs et à partir de là, faire des travaux pour réussir à intégrer d'une façon ou d'une autre cette innovation dans son business. Ça a de la valeur parce qu'il y a eu ce matin, toute l'équipe du MTLab a fait un boulot remarquable pour que l'Auto-Québec et les startups présentes vivent un moment fort qui produisent de la valeur. Donc ça, c'est payé, et donc nous, on travaillait beaucoup là-dessus, on publiait beaucoup d'études, on était très sollicités pour, de plus en plus, avant que je m'en aille, sur à la fois des analyses de tendance, parce qu'on est des observateurs neutres, c'est-à-dire qu'on n'est pas influencé d'une façon ou d'une autre comme certains cabinets conseils. On n'a pas d'intérêt spécifique à orienter finalement notre analyse dans un sens ou dans un autre. Donc on était très sollicités. C'était plutôt sympa de la part de pas mal de nos partenaires pour faire des monographies sectorielles. Vous pouvez nous dire quelle est la tendance dans le monde du e-sport. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? On ne comprend rien, on ne sait pas trop ce que c'est, surtout une certaine génération. Est-ce que vous pouvez nous aider à piger ce que ça veut dire? Les équipes allaient travailler là-dessus. On a fait une étude pour la Française des Jeux, je pense à eux parce je parle de l'Auto-Québec, sur la tokenisation dans cet univers du jeu. Qu'est-ce que ça veut dire, etc. On l'a fait pour les Jeux Olympiques, on a travaillé pour Paris 2024 en faisant ils nous commandaient, ça a duré 3 ans, des analyses sur des sujets. Alors ça a été les drones, la place du drone dans le spectacle sportif. Ils nous ont interrogés sur la mascotte. Alors, c'est pas de notre faute si la mascotte est mochissime, comme à peu près toutes les mascottes de Jeux Olympiques, mais on a fait une étude très sérieuse sur qu'est-ce qu'une mascotte. Enfin, je sais pas si c'était innovant, mais bon. Et donc, les grands groupes, ça représentait 50%, donc à peu près 6 millions d'euros de chiffre d'affaires sur cet aspect-là, des grands événements. Et puis, il y avait 2 millions d'euros, donc une part qui était le chiffre d'affaires réalisé avec les startups. Et puis, il y avait un dernier morceau que je ne mets pas directement dans le budget, qui était lié à de l'immobilier, puisqu'on faisait de la gestion immobilière, mais ça, c'est très plat comme sujet. Donc, vous pouvez mettre un peu aussi en perspective la grosseur de Paris, comme on parle pas comme c'est pas comme Montréal, mais vous aviez 14 incubateurs verticaux. Le nombre de startups, c'était de 500 incubés à peu près par an en moyenne. C'est ça. C'est comme donc on voit que c'est pas la même échelle. Par contre, le cheminement des grands partenaires, est-ce que tu as senti, on peut revenir un peu dans le passé, parce que nous, d'une certaine manière, on vous suit un tout petit peu. On n'a pas la même vélocité. Comment c'était les vagues d'innovation verte? Ça a changé, ils ont évolué aussi, là. Oui, alors, je fais forcément des caricatures, parce que on a travaillé avec à peu près 140, 150 grands groupes au total sur les 10 ans. Et donc, je vais forcément faire des grands lieux, des grandes généralités, sinon on peut y passer la soirée. Pourquoi pas d'ailleurs. On a eu une première phase qui était assez enthousiasmante et qui nous a vite un peu saoulés, qu'on a appelé nous le zoo. C'est-à-dire c'était, Martin, il est cadre de grandes entreprises, il est chez Elior, il est chez Total, etc. Et en fait, son chef, dans un dîner en ville, a entendu son homologue, là, qui est chez Accor, dire « Moi, j'ai un incubateur ». Bon. Et donc, le chef de Martin est revenu dans ses équipes « Ouais, machin, il a un incubateur, je veux un incubateur ». Sans savoir du tout ce qu'est un incubateur, soyons très très clairs. Et il bosse avec des startups, je crois.
D'accord. Et donc, il faut rencontrer les startups. Et donc, on organise des visites de zoo. Ce que mes entrepreneurs ont absolument adoré, puisqu'on aurait même pu mettre des distributeurs de cacahuètes, mais je déconne pas. C'est-à-dire qu'on avait des demandes tout le temps de visites, de délégations, de cadres en cravate qui venaient visiter un incubateur. Et donc on a pratiqué, hein, ça rapportait rien puisqu'on n'avait pas compris qu'on pouvait le faire payer. Mais on était dans ce moment qui a été nécessaire. Je le taquine gentiment, mais il a été nécessaire parce qu'il a permis pardon pour les termes, on appelait ça toucher la dame. C'est pas très joli comme expression, mais c'est politique, hein, toucher la dame. Mais ça a fait que les cadres, effectivement, enfin les gens se sont dit, ok, j'ai vu un entrepreneur, et s'en sont réjouis. Ils ont pu dire dans les dîners en ville qu'ils avaient croisé un start-upper. On est c'est ça, 2012 à peu près. 2012-2014, c'est un moment assez marrant là-dessus. C'est un moment qu'on a requalifié positivement de moment de sensibilisation. Donc, transmettre l'idée qu'il y a des gens qui entreprennent, qui créent une valeur nouvelle, et ils le font dans des lieux où on a mis des canapés rouges et des baby-foot. Parce que ça, c'était l'image qui arrivait de la Silicon Valley, donc on a investi, j'ai acheté des baby-foot. Bon. Et pourquoi pas. Et des canapés rouges, parce que le canapé bleu, ça faisait pas start-up, mais sérieux, hein. Enfin, c'est pathétique. Hein. Je les ai encore, si vous voulez les racheter d'ailleurs. Enfin, je l'aurais laissé. Puis après, il y a eu l'étape de ping-pong, parce que le baby-foot, ça saoulait. Ça faisait trop de bruit. Mais mettez un baby-foot là, on peut plus rien faire. On devrait faire ça. Ouais, non, mais c'est vrai que nous, par rapport à cette étape-là aussi, on a la chance d'avoir Luc Sirois, notre innovateur en chef, qui est quand même un concept qui n'existe pas chez vous, donc c'est intéressant, mais son discours, en fait, une partie de son discours, il ne fait pas que ça, mais il prône l'idée de l'innovation ouverte. Hey, grande compagnie ou même plus petite, venez participer avec les plus petites compagnies. Mais on est encore à l'étape, pour en partie, de sensibilisation, sauf peut-être pour certains incubateurs qui ont déjà des grands partenaires qui sont sensibilisés. Mais cette étape-là, ça ne dure pas. Non, ça durait. En fait, je veux dire, toute organisation, à un moment ou à un autre, doit un petit peu passer par là, parce que il faut que ça monte ou ça descend. C'est le grand chef qui a compris quelque chose, ou c'est ses équipes qui ont pigé. Donc, mais il faut passer. Et comme en tout sujet, on a besoin à un moment d'attraper un premier niveau d'information. Le Club Open Innovation et toutes les actions qu'on a conduites, alors nous, Paris Synco, mais aussi tous mes homologues, sur Paris-Île-de-France, en 2014, c'est à peu près 80 incubateurs, pour vous donner une idée. Donc on est sur les capacités que je vous disais, on parle de 12 000 startups, alors pas incubées, mais au total du marché, il y en a à peu près 20% qui sont en incubation. On entre dans cette phase de formation qui a dépassé la sensibilisation, où là on commence à conduire un premier nombre d'actions directement avec les groupes, où on est tous dans une courbe d'apprentissage. Tous. Nous, les intermédiaires, les grandes organisations, et évidemment les startups aussi, de dire comment on arrive à faire bosser une boîte qui parfois fait 5 à 10 personnes, qui a un modèle d'affaires qui est startup, donc qui n'est pas franchement stable, c'est-à-dire je sais vaguement ce que je vais te vendre, je ne sais pas trop à quel prix, et les conditions générales de vente, je ne sais même pas que ça existe. Et le grand groupe est encore un peu dans une démarche paternaliste, en tout cas en France c'est ça, de je vais aider le petit, mais pas dans une logique de business et d'accélération d'un certain nombre de sujets. On est dans ce moment qu'on va un peu qualifier encore d'exploratoire, qu'on va retrouver dans les grands principes d'innovation. On va peser entre exploratoire et exploitation et de doser les deux plateaux de la balance. La part de l'exploration à ce moment-là est de 80% et le volet exploitation commence à monter. On va avoir à peu près 20% de gens qui commencent à se dire tiens, avec ces nouvelles valeurs-là, on va pouvoir développer des nouveaux business, on va pouvoir faire de l'acquisition client, on va limiter nos risques. Un élément qui est important aussi dans ce moment historique, c'est la peur de la disruption. On est dans un syndrome, je ne sais pas si vous l'avez eu ici, mais qu'on qualifie un peu le syndrome Kodak, qui est en plus une erreur totale de jugement. C'est de se dire Kodak est tombé parce qu'il y a une start-up qui les a bousculés. C'est valable pour d'autres grandes entreprises, Nokia par exemple, puis au Canada j'évite de citer BlackBerry, qui ne voient pas arriver un ovni d'innovation, start-up ou autre, qui les fait tomber. Bon, après, quand on prend la littérature, on s'aperçoit que globalement, ces boîtes sont tombées parce qu'elles ont été mal managées et qu'il y a des erreurs stratégiques. C'est pas une start-up. J'ai pas d'exemple d'entreprise qui soit tombée à cause d'une start-up. Peut-être que vous en avez en tête. Mais ce serait un cas très particulier. Donc, mais il y a quand même cette peur. Et donc, beaucoup de grands groupes se mettent à venir sur ces sujets-là. Ils viennent bosser avec nous pour qu'on les aide à repérer l'OVNI. Le truc qui va leur arriver comme une balle, ils ne l'ont pas vu et ça va les déstabiliser. On a le syndrome Free en France quand même qui est puissant.
C'est Xavier Niel qui crée Free, donc qui crée un opérateur télécom de toutes pièces dans un pays où il y a un monopole quasi total de la part du groupe Orange. Et Free met un bazar monumental dans le monde de télécom, fait diviser les prix par 2, voire parfois par 3. Donc nous, les consommateurs, on est ravis, mais imaginez la tête d'Orange. Ils sont passés à une autre couleur. Et puis SFR et Bouygues qui essaient de faire leur business là-dedans. Donc il y a quand même ça. Mais il y a ce moment où il y a la peur de la disruption et on continue de se dire que la start-up est d'abord un objet de disruption. Et que ça n'est donc pas un allié. Quelqu'un qui va vous disrupter, qui va vous casser les genoux, c'est pas un copain. Donc vous n'avez pas envie de vous rapprocher de lui. Donc la dynamique d'innovation ouverte, elle n'est pas très ouverte. Elle est où est l'ennemi ? J'ai la trouille. Donc faites-moi des monographies, racontez-moi, c'est quoi cette start-up ? Qu'est-ce qu'elle va faire ? Est-ce qu'elle va grandir vite ? Est-ce qu'elle va lever des fonds, etc. Et on arrive ensuite dans une phase, heureusement, de maturité, c'est-à-dire qu'on arrive à apaiser ça, ils se rendent compte qu'il n'y a personne qui va les tuer, qu'ils vont rester les plus gros. On arrive à calmer ceux qui disent on s'en fout, de toute façon on finira par tous les racheter à la fin, et on entre dans quelque chose qui est beaucoup plus constructif, qui évolue d'année en année, mais où il y a beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus de tentatives de collaboration, je ne vais pas dire de collaboration effective parce que ça reste très compliqué, beaucoup de POC, des proof of concept. Alors là, on a fait à l'appel, et puis des POC de POC, et puis on y va. Et puis ce que l'on observe nous vraiment depuis 3 ans, c'est une baisse assez forte du nombre de POC, et c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde. Par contre, un accroissement très net de la qualité. Et on est dans ce moment plutôt de l'exploitation. Donc on a fait le zoo, on a fait l'exploration, l'exploitation, où là, il y a des métriques qui rentrent en jeu, il y a des indicateurs de tous les côtés, au bon sens du terme, des indicateurs constructifs dans la relation qui vont permettre à la fois à la start-up de ne pas exploser parce que les timings sont trop longs, les process trop compliqués, les interlocuteurs tous changeants. De l'autre côté, de la part des grandes entreprises, d'être confrontés à des startups qui font ça en permanence, qui ont un petit peu d'arrogance. Je suis startup, t'es grand compte, donc de toute façon, tu vas mourir un jour et moi je vais gagner. Il y a beaucoup d'arrogance quand même à un moment. Et donc on a quelque chose aujourd'hui, je trouve, de relativement sain, des équipes d'innovation au sein des grandes organisations beaucoup plus matures, qui d'ailleurs, il y en a pas mal qui sont issus d'incubateurs. Moi j'ai beaucoup de mes anciens collaborateurs qui ont rejoint des directions d'innovation, donc ils ont été des deux côtés de la barrière, donc ça donne des gens, je pense, extrêmement intéressants en termes professionnels pour favoriser cette collaboration intelligente et nécessaire entre des petits et des grands. Et tu parles donc d'un cycle de peut-être 3 ans ou 6 ans. Nous aussi, on vit au MT Lab, on arrive au 2e cycle de 3 ans, 6 ans. On est encore à la phase de curiosité un peu. La peur, on l'a moins senti de notre côté. Peut-être que d'autres l'ont vécu. Je ne pense pas que la peur, c'est ça qui attire. Peut-être qu'on a pas assez de grandes compagnies pour avoir ceux qui ont peur. Mais est-ce que tu penses que c'est un chemin naturel? Puis est-ce que c'est un chemin qui peut être viable pour un écosystème? Parce que j'imagine que d'être curieux ou d'avoir peur, ça amène beaucoup de personnes, explorer un peu moins, puis être mature encore moins. Est-ce que c'est un bon signe pour l'écosystème? Est-ce que c'est en valeur, ça reste égal? Ou est-ce que vous percevez, c'est sûr qu'on ne peut pas transférer ce que vous vivez de Paris à Montréal, mais on est sur un chemin peut-être qui est similaire. Est-ce que c'est encourageant? Je pense parce qu'en fait, moi je suis un éternel optimiste, alors il faut se méfier. Je crois qu'on va vers pas en tout. Je pense que c'est positif parce qu'effectivement on a appris ensemble. En 10 ans, mine de rien, 10 ans c'est très 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 court dans une économie. On a appris un nombre de choses avec des flux d'innovation complètement fous. Ce bidule, ça a 16 ans. 16 ans quoi. C'est un adolescent, la mobilité connectée, et la 4G arrive quand même un peu plus tard, donc la capacité à faire vraiment des gros flux, c'est ultra récent dans une économie. Donc autant d'apprentissage, autant de succès sur des choses aussi, je veux dire quand même disruptives, du moins perturbantes, c'est quand même assez bluffant. D'être sorti de la phase très très exploration, c'est une bonne chose, parce que c'était chronophage. C'était de la com pour la com, un peu stérile. Ça a fait perdre beaucoup de temps à beaucoup d'entrepreneurs. Les grands groupes, ils s'en remettent. Passer une journée à visiter un incubateur, c'est pas très grave. Pour une jeune boîte, consacrer 2 heures à faire des pitchs sans les mains, sur la tête, en anglais, en français, 3 minutes, 5 minutes, 12 minutes, c'est du temps. Et ce temps, il n'est pas consacré au business, il n'est pas consacré à l'innovation, il n'est pas consacré à se développer. Et nous, les intermédiaires, on n'arrivait pas à monétiser ça, donc ça nous a rincés, épuisés, saoulés.
on est entré dans une phase où effectivement on arrivait à mieux monétiser l'ensemble, et là la baisse des quantités fait très mal parce qu'effectivement on a perdu post-Covid énormément d'argent, enfin on a perdu beaucoup de partenaires parce que la quantité s'est effondrée, et en fait on a pu préserver uniquement les gens qui étaient très en avance, qui étaient très musclés sur ces sujets, qui avaient compris à quel point c'était une valeur indispensable. Ça a vraiment fait le tri dans les grands groupes. On a vu ceux qui continuaient de le faire un peu mais sans conviction, ils sont sortis, et il nous reste ceux. J'évoquais la Française des Jeux, je pense à des gens comme Decathlon. J'aime bien les citer parce que c'est pas anodin, c'est des groupes qui ont engagé des moyens forts. On avait discuté tout à l'heure avec quelqu'un d'Air Liquide. Air Liquide est une boîte extrêmement intéressante là-dessus. Un JC Deco, avec qui on a travaillé, AG2R La Mondiale, enfin, dans des domaines assez variés. Un certain nombre de promoteurs immobiliers. C'est intéressant, c'est un univers qui a beaucoup investi en la matière. Des gens comme Altera, Cogedim. Et donc des actions qui sont pour le coup, on est dans une relation de business pour toutes les parties. Mais encore là, votre marché est un peu différent. Vous avez de plus grands groupes que nous, on a plus de PME. Est-ce qu'il y a un effet de compétition? Parce qu'au fond, on pourrait dire que les grands groupes, ils vont dire, mais si lui y va, il faut que j'y aille aussi. Est-ce que ça joue un peu? Oui, puis on est joueur, donc on a joué avec. Puis comme tout entrepreneur, enfin, moi Paris Sanco est une association, j'en étais un dirigeant salarié, c'est pas mon entreprise, mais j'ai toujours essayé de la piloter comme si c'était ma boîte. Et puis je suis un peu joueur, donc effectivement, on a taquiné les grands groupes et on en a discuté. Quand on crée un écosystème, par exemple autour du sport, quand on a créé le tremplin ou le Welcome City Lab pour le tourisme, on faisait une cartographie sur la chaîne de valeur en se disant ok, il nous faut quelle composante? Il nous faut un exploitant de stade, il nous faut un équipementier sportif, il nous faut un sponsor sportif, il nous faut etc. Donc on essayait d'identifier les 6-8 cases qui composent une chaîne de valeur. Et puis on allait voir les 2, 3, 4, 5 acteurs de cette case-là en même temps, avec le même discours, en leur disant les amis, on cherche quelqu'un qui a envie de mettre 50 000 €, voilà. Et puis on vous prévient, on va voir les copains. On leur disait. C'était super drôle. Alors, il y a un moment, ça marchait très bien parce qu'en fait, tout le monde voulait en faire et puis on avait la cote. Puis à un moment, ça s'arrête un peu, puis ils nous ferment tous la porte. On dit, bon, ça marche plus. Mais oui, on l'a beaucoup utilisé. Typiquement, quand on a signé la Française des Jeux, le même jour, on avait eu la réponse positive de PMU. Et donc, on a choisi le partenaire qui avait la promesse d'implication, parce que ça, c'est aussi intéressant. Le but pour nous, c'était pas de faire de l'argent. C'était de trouver le groupe qui nous paierait, mais s'impliquerait. C'est-à-dire, était capable de nous dire, il y aura des hommes et des femmes qui viendront bosser avec vos startups et voilà ce qui va se passer. Un exemple là-dessus, le groupe TF1, on avait vu France Télévisions, on n'en sortait pas, on voit TF1. TF1, c'est très très direct, c'est des gens extrêmement presque brutaux dans la relation. Ils nous ont écrit ce qu'ils allaient mettre par POC. 70 000 € par POC, ce sera Madame Machin qui va s'occuper des POC dans tel domaine, Monsieur Bidule dans tel domaine, etc. On a signé. Donc, j'entends deux choses. Un, que la compétition n'est pas nécessairement un driver très fort, ou enfin qui va durer longtemps, dans le sens que c'est peut-être pas le bon moteur pour faire venir quelqu'un, mais que j'ai bien aimé la notion d'une chaîne de valeur dans un secteur, bon, puisque vous étiez par secteur, de construire une relation auprès de grands partenaires, c'est dans un secteur avec des acteurs en amont et en aval, ce qui crée une chaîne de collaboration où quand ils vont participer vraiment, non pas par peur, non pas par compétition, mais par intérêt, que si quelqu'un dans le bloc numéro 2 vient, il y a intérêt à ce que le bloc 1 et le bloc 3 gagnent aussi à travers vous. Donc, parce qu'ils ont un intérêt à ce que la chaîne soit forte, ne serait-ce que parce que leur fournisseur va devenir meilleur, donc ils vont devenir meilleurs eux-mêmes. Est-ce que dans tous les incubateurs que vous aviez dans Pluto, est-ce qu'il y avait des secteurs qui marchaient plus que d'autres? Oui, il y a eu. Puis ça vient comme tout marché, c'est-à-dire qu'il y a eu des segments qui ont très bien pris. Typiquement, le tourisme a très bien marché parce qu'on était pionniers sur le sujet, puis que j'ai eu la chance d'avoir avec Laurent Cage, un super collaborateur qui a fait un boulot absolument dément, et il a réussi à agréger la chaîne. Quand on a lancé le programme sur le sport, c'était un énorme carton, puis Paris récupérait les JO, donc ça nous a bien aidé aussi. Et puis il y a des segments où effectivement on a eu beaucoup de mal, et pourtant on avait réussi à avoir des premiers, je pense à l'alimentation, on a eu des bons alliés très vite, 3-4, mais on n'a pas atteint la taille critique, et en fait c'est un programme qui est resté toujours un peu entre deux eaux. On a eu beaucoup de mal, et le petit jeu sur la concurrence, on n'a pas réussi à le tenir, parce qu'en fait les 3-4 qu'on allait voir sur un segment nous disaient non. Donc là on a un peu paumé, et en fait si on restait en dessous d'un certain nombre de partenaires, ça ne marche pas. On n'y arrive pas parce que le tour de table était 3. Quand les partenaires sont dans la pièce, ils se disent finalement, ils se retournent, il n'y a personne derrière eux.
qu'est-ce qu'on fout là? On s'est trompé, on n'est pas dans la bonne pièce. Et comme il y avait d'autres offres, la concurrence, elle était évidemment vis-à-vis entre nos clients. Mais moi, j'étais en concurrence aussi avec beaucoup d'autres incubateurs qui étaient entrés dans ces dynamiques d'open innovation et qui allaient chercher les mêmes grands groupes, un peu sur les mêmes sujets, avec d'autres méthodes, etc., etc. Donc, il y avait une compétition globale. Il y a toujours une compétition globale. Donc, c'était d'aller chercher l'éternel truc, un peu l'océan bleu, plutôt que d'être sur des océans rouges. Donc, il y a des thématiques où tout le monde voulait être, parce qu'elles étaient un peu tendance, et d'autres où, finalement, il n'y avait pas grand monde. Quand on a lancé le programme sur le handicap, on était vraiment tout seul. Parce qu'aux yeux de beaucoup de gens, c'est pas rentable de s'occuper des personnes en situation de handicap, ce qui est vrai. C'est rentable pour la société de s'en occuper, et donc j'ai plutôt trouvé de l'argent public et j'ai trouvé des mutuelles, des opérateurs de ce type-là. Donc oui, il y a des sujets sur lesquels on a marché un moment, ça a duré 3 ans, 4 ans, 5 ans, puis ça s'est un peu affaissé. Aussi parce que la proposition d'innovation pouvait s'épuiser. Je pense qu'il faut être conscient que sur certains sujets, à un moment, on fait le tour. Parce qu'il y a des gens qui ont attrapé le marché et qu'il n'y a plus de place moins de place pour les suivants, où il faut attendre un peu. Et peut-être que dans 3 ans, une nouvelle techno, une nouvelle façon de faire. On parlait d'acceptabilité de l'innovation, d'acceptabilité sociale de l'innovation. Il y a des sujets qui ne sont pas acceptables aujourd'hui. On prenait l'exemple de la visio. En 2019, Skype. On se fait croire que ça marche et en fait on s'apercevra en 2020 que ça marche mal et du coup il y a Teams, Zoom, trucs machin qui surgissent, mais la visio était absente globalement de nos façons de travailler. C'était pas acceptable de faire travailler des collaborateurs en visio. Qui dit ça aujourd'hui? Le fait, vous avez encore là un marché très grand, des grands acteurs. Ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que de la même manière que des vagues de start-up, on voit quand même que ce n'est pas les mêmes start-up, les tendances changent. D'une certaine manière, vous avez les moyens peut-être d'avoir plusieurs partenaires qui ne sont pas obligés de tenir constamment le marché, dans le sens qu'ils viennent, ils restent 3 ans, 6 ans, ils partent. D'autres joueurs devraient poursuivre le travail. Vous avez peut-être des très grands groupes. Nous, on est peut-être plus en PME. On a quand même des grands groupes, mais beaucoup moins. Vous avez travaillé aussi vers les petits, les plus petits, là, petites, moyennes entreprises. Comment ça a été avec ces joueurs-là? Est-ce qu'ils réagissent différemment que les grands groupes? Oui, alors on a pu capitaliser durant un moment sur des très grandes entreprises. Donc je parle de groupes de plus de 30 000 personnes, avec des logiques particulières, et puis qui avaient pu constituer des équipes, des directions d'innovation, plus ou moins bien fichu, mais en tout cas on a des interlocuteurs ciblés. On va sur LinkedIn, on trouve un directeur de l'innovation dans tel groupe, on l'appelle, on avance. Dans des boîtes plus petites, donc des entreprises intermédiaires, donc globalement moins de 3000 salariés, il n'y a pas ces identités-là. Souvent l'innovation relève de bureaux d'études, de cellules techniques qui font de l'adaptation aux besoins clients d'un outil industriel ou d'un outil de service. Donc la seule approche qu'on ait réussi nous à engager sur ce type d'entreprise, c'est d'aller rencontrer le numéro 1. C'est le CEO, c'est le patron qui peut engager un processus d'innovation ouverte avec des gens comme nous. Ça a été très compliqué parce qu'on avait une identité start-up et que ce monde de PME, d'entreprises intermédiaires, a une culture de production, une culture de service silencieuse. Ce pas des gens qui font claquer leur marque dans tous les coins. Ils ne sont pas dans les sbroufs, ils ne sont pas dans le show-off. Ils font. C'est des vrais, pardon pour les entrepreneurs, les startups, mais c'est des chefs d'entreprise. Et j'aime ce mot. Il y a une noblesse dedans. Et à leurs yeux, les start-upers, c'était des petits clowns qui agitaient des trucs, qui occupent 95% de l'espace médiatique et 0,2% de l'espace économique. Ça, c'est des vrais chiffres. Donc ça les agace un peu. Et puis comme ils ont oublié d'être bêtes, ils se disent bon, on va quand même regarder d'un peu plus près. Et on arrive progressivement, mais ça a été très laborieux. C'était vraiment difficile de réussir à être crédible sur ce sujet-là. D'abord parce que moi, j'avais pas les collaborateurs qui savaient parler la langue de la PME de production. Quand on se retrouve, je prends l'exemple d'un transporteur scolaire, ça s'appelle Savac. C'est une entreprise familiale, 3000 salariés. Et le boss me dit, tu sais, 3000 salariés, j'ai 2950 personnes, c'est des chauffeurs, des garagistes ou des agents d'entretien. Donc c'est une PME. On est 50. Il y a des gens d'exécution, et il n'y a pas de mépris là-dedans. C'est des gens à qui on dit, tu prends ton bus le matin, tu vas faire tel trajet, etc. Mais ce n'est pas eux qui vont
intégrer ou produire une innovation. C'est les cadres, mais dans ces cadres, dans les 50, dans les 50, il y a beaucoup de gens de la comptabilité, il y a beaucoup de gens sur des métiers de back-office qui vont faire que l'entreprise fonctionne. Tous ces métiers qu'on a redécouverts au moment du Covid, les métiers essentiels, les métiers du silence. Donc l'équipe capable de produire de l'innovation ouverte, en fait, elle est minuscule. Et c'est un peu le COMEX. Donc il a fallu réussir à il a fallu apprendre à parler un peu avec ces interlocuteurs-là, comprendre leurs enjeux, comprendre leurs besoins spécifiques qui n'étaient pas du tout ceux que l'on pouvait rencontrer dans une entreprise de 30, 40, 50 000 salariés. Donc ça a supposé effectivement d'avoir des compétences internes. J'avais la chance d'avoir des gens dans les équipes qu'on a pu accompagner, former pour faire l'exercice. Et on a eu des premières entreprises qui nous ont fait confiance. Et en fait, on a refait ce qu'on a fait avec les grandes entreprises. C'est qu'on a refait un cycle d'apprentissage en commun. On a monté au début un club Open Innovation ETI. Ils ont commencé par la curiosité ou la peur ou tout de suite l'exploration? Non, parce qu'ils n'ont pas le temps de la curiosité. Okay. Ils n'ont pas les moyens de la curiosité. Le CEO d'une boîte de 2000 personnes, il n'a pas de temps à consacrer à visiter un zoo. Donc avec eux, c'était extrêmement cash. Enfin, franchement, on a vécu des moments où on s'en est pris... tu remballes tes paillettes, quoi, parce que tu leur racontes pas une histoire de démodé. Moi la manière que nous, on essaie de voir un partenaire, c'est qu'il y a 3 personnes ou 3 personas à l'intérieur d'une compagnie qui serait le visionnaire ou la visionnaire, la personne qui aime accompagner la start-up pour attirer ce qu'à l'extérieur et de l'amener à l'intérieur, et le 3e qui serait la personne ROI. Il en faut toujours un pied. D'ailleurs, il faut l'identifier parce qu'il est toujours caché quelque part. Donc, il faut l'avoir identifié. Des fois, quand c'est la même personne, ça peut être un danger. Est-ce qu'une petite PME, si les 3 se retrouvent au même endroit ou ils sont vraiment bien séparés? Parce que dans les grandes entreprises, on peut se permettre d'avoir ces 3-là. Si on manque un personnage, je crois que la relation ne tient pas à long terme. C'est pas de visionnaire. L'accompagnateur peut accompagner autant qu'il veut, ça ne rentrera pas, parce que ça va être un combat entre la ROI et l'accompagnateur. Puis si c'est la ROI qui gagne, évidemment, là, on ne rentre même pas, parce que retrouver l'investissement sur une start-up en 1 an ou dans un incubateur sur 1 an, ça ne se fait pas. En général, le cycle de 3 ans que l'MT Lab a, c'est un cycle qui vient de chez vous ici, un genre d'engagement sur 3 ans, ou une période plus longue pour ceux qui sont capables. Mais est-ce qu'effectivement, il y a comme un persona ou une manière différente d'être dans des grandes compagnies, ce qui fait que c'est quasiment presque un autre métier. Tu parles déjà d'un nouveau langage ou d'apprendre un langage. Est-ce que c'est une forme d'incubation ou d'accélération Oui, tu mets vraiment le doigt sur le fait qu'on est confronté. Pour ça, je prenais cet exemple un peu chiffré de cette entreprise, Savac, où en fait, quand on dégrossit un peu les 3000 et qu'on arrive à l'équipe de COMEX, on arrive à se dire où sont nos personas et qui va faire le job. Le visionnaire, si c'est pas le PDG, d'abord, je pense que l'entreprise, elle est foutue. Donc, on va pas s'engager avec eux. Donc, il vaut mieux... Et on est tombé sur des PDG pas franchement visionnaires. Ils sont devenus gestionnaires. Parce que, voilà, ils ont... Il y en a qui ont hérité de la boîte de papa ou du grand-père, et puis ça les emmerde un peu, enfin ça se sentait un petit peu. Ils gèrent, et ce qui va se passer, le vent qui arrive, ils ne le prennent pas. On ne va pas leur apprendre à prendre le vent. Mais fondamentalement, effectivement, typiquement chez Savac, c'est le boss qui... je ne sais pas s'il est visionnaire, je ne sais pas qualifier ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui est capable de dire je me dois d'innover, ne serait-ce que parce qu'il y a... Je vais un peu rétropédaler, je réfléchis en même temps, mais ils nous ont envoyé des signaux, on a essayé d'identifier les endroits d'innovation possibles. Je ne vais pas répondre complètement à ta question, je t'avais prévenu. Je ferai le politique de service. C'est une excellente question, néanmoins, mais je ne vais pas y répondre. Quels sont les sujets d'innovation pour une PME? On a regardé les objets, enfin on en a sorti, je vais faire mémoire, donc je vais peut-être en oublier des petits bouts. Les enjeux de gouvernance. On était confronté à des entreprises souvent familiales qui avaient grandi de façon parfois endogène, mais parfois exogène. Elles avaient racheté des plus petites. Et donc, il y a un enjeu de stabiliser cette gouvernance qui est fragilisante. Est-ce qu'on met de l'innovation là? Il y avait des enjeux RH, c'est-à-dire que ces entreprises n'attirent plus les talents. Elles sont souvent en grande banlieue, dans des sites de production pas très sexy. Et le jeune de 25 ans, 23 ans, qui sort d'études, qui a fait sa business school, son école d'ingé, en fait, ça n'excite pas des tonnes de se faire 1h30 de RER en grève pour aller bosser dans une usine. Les salaires sont parfois plus sympas en même temps, mais l'incarnation sociale aussi est un peu perdue.
la représentation de ce métier-là était dévalorisée et donc vraie difficulté de recrutement, vrai défi de rétention des talents. Et puis un sujet qu'on a vu émerger, et c'est une bonne nouvelle, beaucoup de dirigeants de ces entreprises nous ont dit on n'attire déjà pas les garçons, mais alors les filles, je vous en parle pas. Et si on ne recrute pas de femmes, nos boîtes sont foutues. Ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. Bon, je ne crois pas que ça ait progressé depuis. L'autre sujet, c'est la donnée, la data. Tous nous ont dit on sait que c'est un enjeu, on sait qu'on a un capital incroyable avec nos données, mais on ne sait absolument pas l'utiliser. On a des informaticiens, on a des gens qui nous aident à maintenir nos systèmes d'exploitation, mais c'est de l'informatique, c'est pas de la gestion de la donnée. Là, ça commence à devenir intéressant avec le petit monde start-up. Et le quatrième sujet, j'ai encore de la mémoire, c'est l'environnement. Tous, et ça a été aussi une bonne surprise, tous ceux qu'on a interrogés nous ont dit l'environnement c'est clé. Et des gens qui faisaient de la grosse prod, qui faisaient rouler des flottes de bus, et tout ça, des gros crados quand même dans leurs industries, nous ont tous dit on a un énorme enjeu là-dessus. Ils savaient aussi que c'était un enjeu pour attirer des jeunes talents. Et s'ils n'adressaient pas le sujet de l'environnement, ils n'attireraient pas ces nouveaux talents. Et donc, qu'est-ce qu'on fait sur les sujets de l'énergie? Qu'est-ce qu'on fait sur les matériaux? Qu'est-ce qu'on fait sur tout ce qui va faire l'empreinte carbone de l'entreprise, etc. Avec des dirigeants qui nous disent très honnêtement, très humblement, c'est aussi quelque chose de la nuance qu'on a vue par rapport à des grandes boîtes, c'est l'humilité de l'expression. Des gens capables de nous dire « je ne sais pas, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Ça, je ne l'ai pas entendu dans les grandes boîtes. Donc on a de la matière sur laquelle on peut travailler et à partir de là, on peut aller chercher, tu as vu, je finis par répondre à la question, les individus, les personnes, sur les objets qu'on avait choisis avec eux, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on prenait cette matrice des 4 et on regardait avec le partenaire quel était l'objet prioritaire. Est-ce qu'on doit commencer le volet RH? Est-ce qu'on doit faire le volet environnement? Est-ce qu'on doit faire le volet data? Honnêtement, gouvernance, on n'y est jamais arrivé. Le sujet data est devenu souvent prioritaire parce qu'il va nous aider à alimenter le reste. Et là, ça nous a permis effectivement de faire des expressions de besoins vis-à-vis du monde start-up et d'organiser une rencontre sur un besoin extrêmement qualifié avec un individu derrière qui était... Alors parfois le patron de l'informatique, donc il fallait un petit peu l'emmener dans l'idée que la donnée n'était pas de l'informatique, c'était autre chose. Mais on est tombé sur des gens globalement intelligents et intéressants dans ces boîtes-là qui ont appris très vite et qui ont avancé. On arrive au point qui est le cœur de notre métier. En fait, dans le monde start-up, incubateur, accélérateur, qui est quand même toute une sous-partie du monde des affaires. On est d'accord avec la définition qu'une start-up, c'est un produit, un service qui se développe tout en développant son modèle d'affaires. Quand on est dans le monde des affaires, en général, on sait ce qu'on fait, puis on a des modèles qui viennent avant. Mais c'est qu'on travaille pour des clients potentiels. Et c'est ça qui fait la différence entre un organisme qui fait juste aider des entrepreneurs à démarrer. Je t'aide à faire ton plan. Ensuite, débrouille-toi pour trouver ton marché. Ce souci, en fait, même, je pense que l'obligation d'avoir de l'open innovation, pour le dire en français, de l'innovation ouverte, comme on dit chez nous, c'est cette idée qu'on ne le fait pas dans le vide. On le fait, il nous faut ces partenaires-là. Dans notre cas, nous, évidemment, attirer les PME, nous, sont encore beaucoup plus petites que chez vous, mais on voit bien que c'est des besoins qui sont quand même récurrents. Ce qui m'arrive à mon point, je t'ai trimballé toute la semaine à Montréal pour te faire rencontrer des grands acteurs de l'écosystème. Et je me demandais juste ce que tu as perçu. Évidemment, c'est juste une semaine, mais quand même, tu as vu d'autres écosystèmes en France et en Europe. Qu'est-ce que tu as pu voir que tu dis, ceci ressemble à ce que j'ai vu ou ce que j'ai pas vu ça, mais... Qu'est-ce que tu perçois? Évidemment, ça reste un peu peut-être montréalais, mais on peut quand même dire qu'on peut le projeter sur l'ensemble du Québec. Est-ce que tu as perçu quelque chose chez nous que tu dirais, ça vaut la peine que je le note? Mais qu'est-ce que vous êtes accueillant? Déjà. Non, mais je pense que vous le savez, mais j'ai reçu un accueil, mais c'est parce que aussi j'étais introduit par Martin à chaque fois, donc tout le monde me dit c'est Martin, donc le tapis rouge. Champagne. Et j'ai appelé beaucoup de personnes pas mal de dernières secondes. Ils n'ont pas tous répondu. C'est ça, mais non, peut-être. On va avoir la liste des noms qu'on peut répondre, on peut la donner tout de suite, on est en public. Non, l'accueil, c'est pas anodin, c'est-à-dire c'est un esprit d'ouverture. On parle d'innovation ouverte, s'il n'y a pas d'ouverture, il y a un truc qui ne va pas marcher. Les esprits fermés, je les connais un peu, j'en ai croisé quelques-uns dans mon beau pays. Des murs, des portes, des gens arrogants, etc. Je pense qu'il y en existe partout. On a rencontré probablement des gens que tu avais largement évangélisés, donc ouverts à l'échange. Mais je veux dire, je suis arrivé comme un Loïc Dosseur et puis ex-DG, donc je n'ai plus rien, je ne sers plus à rien, quoi. Je peux raconter des blagues à la rigueur, mais et encore,
mais des gens curieux, ouverts à cette, comme vous l'êtes ce soir finalement, ouverts à se dire tiens, qu'est-ce qu'il a à nous raconter, il y a une expérience outre-Atlantique qui arrive, est-ce que je peux attraper des signaux à partir de là, bon voilà. Et j'ai plutôt, pour moi c'est déjà un élément important, en ayant vu effectivement d'autres écosystèmes ailleurs dans le monde, je l'ai retrouvé dans quelques autres coins, mais franchement, chapeau. Ça, c'est un premier élément. Après, sur le reste, ce serait bien prétentieux que de commencer à sortir des conclusions. En une semaine où on en prend des rendez-vous toute la journée à haute dose, je préfère garder pour l'instant un peu mon jugement. J'ai pas rencontré d'entreprise. J'ai vu l'Auto-Québec ce matin, mais c'est pas au travers d'un exemple fortement embarqué que je peux tirer la moindre conclusion, le moindre jugement. Ce serait vraiment absurde. Ce qui m'a les éléments rapidement, c'est effectivement une taille de marché complètement différente, un territoire. Enfin voilà, c'est le marché en nombre de la population, c'est l'équivalent de la métropole du Grand Paris sur un territoire qui fait la taille de l'Europe. Donc rien que ça, on était à Mont-Tremblant vendredi dernier, 2 heures de route pour aller effectivement développer ton propre écosystème. Moi, 2 heures de route, c'est parce qu'effectivement, il y avait une grève un peu sympa, ce qui arrive absolument jamais à Paris, des transports, et qui fait que pour traverser la région, on mettait les 2 heures ou 2 jours. On reste chez soi, parce que bon. Mais voilà, il y a ces composantes. En fait, ce que j'essaie plutôt de comprendre aujourd'hui, c'est ce système, je parle de système de contrainte, pas parce qu'il est contraignant, mais parce que c'est des composantes qui font cette économie et les rapports sociaux, qui aident dans nos métiers à se dire à quel endroit on va pouvoir être créateur d'une valeur au service d'une économie. Moi, je me définis comme un développeur économique. Mon métier, c'est d'aller chercher effectivement la vitalité, l'énergie des gens qui entreprennent, et c'est pas forcément les chefs d'entreprise, pas uniquement. Donc des gens qui se lèvent le matin pour faire avancer des lignes, en innovant, donc en utilisant une matière nouvelle, qui peut être technologique, mais non technologique, et en espérant le faire pour un meilleur de notre société. Et donc, quelles sont les composantes, ici, qui nous permettent effectivement d'imaginer que des intermédiaires comme le MTLab, qui me semble indispensable parce qu'ils créent des alliances entre des parties contraires, amplifient leur capacité à faire. Mais on a quand même une question de volume, dans le sens que peut-être la somme de tous nos incubateurs, on a été nommés parmi les 10 grands incubateurs, mais ça donc il y en a 10, mais vous n'aviez 14 de Vector juste Paris & Co. Donc une question de volume aussi qui fait la différence. Mais je dis ça parce qu'à Montréal et au Québec, on cherche à se comparer, à apparaître dans les chartes et tout, mais je veux dire, on ne peut pas comparer Paris, Londres, et donc rapidement, on ne peut que se trouver en bas. Ça, c'est juste une manière de se classifier. Je veux dire, c'est pas la seule, mais c'est toujours bon de se voir dans une charte dans les 20 premiers. Mais j'ai bien aimé aussi quand on se parlait, c'est qu'au fond, on est une région, enfin, tu peux nous comparer à une région de France où on aurait un grand centre comme Montréal et quelque part tout un territoire autour avec des caractéristiques, comme tu dis, de grande distance qui sont des contraintes ou plutôt des caractéristiques du pays, mais un dynamisme que tu voyais dans les régions en France, qui eux aussi par rapport à Paris sont plus petits, mais on joue bien dans ce cas. En fait, j'ai perçu qu'on jouait quand même bien en comparaison avec... Je vais revenir un peu sur ce que j'ai eu à faire à un moment où Paris & Co, très sympa, mais on a développé des programmes qui étaient d'ampleur nationale. Moi, mon rôle, il n'était pas seulement de développer l'outil Paris & Co, il était aussi de faire rayonner Paris, au travers de Paris, la France. Bien grande ambition. Mais oui, Paris, c'est la ville capitale. Si j'apparaissais comme un concurrent de Toulouse, de Bordeaux, de Strasbourg, de Lyon, de Marseille, etc., j'avais perdu ma bataille, je me trompais de job. Donc j'ai fait une tournée des popotes, je suis allé voir tous mes petits camarades, globalement bien accueillis. Je suis normand, donc je commençais toujours par leur rappeler que j'étais pas un Parisien, comme tous les Parisiens. Là, ça se passait pas mal, on commençait à sortir les bouteilles. Et de leur dire, en fait, Toulouse, ils sont en compétition avec Barcelone. À Strasbourg, ils vont un peu se frictionner avec quelques villes allemandes, là, aux frontières, etc. Enfin, chacun a une compétition régionale. Et il n'y a pas de mépris de Parisien là-dedans. C'est des tailles. Une compétition, comme dans une compétition de tennis, où le top 50 mondial ne va pas aller jouer avec des gens qui sont classés 15-2. Pourquoi pas. Moi, ma compétition, c'était Londres, New York, Singapour, des petites villes comme ça. Mais évidemment pas les métropoles régionales. Et donc, c'était comment faire alliance avec ces métropoles régionales pour
permettent à certaines entreprises, même parisiennes, d'avoir un co-développement lié à des spécialisations territoriales. Toulouse, l'aéronautique, évidemment. Lyon, Grenoble, centre de recherche en santé, extrêmement intéressant. Les métropoles régionales ont souvent une spécialisation, une ou plusieurs spécialisations. C'est des vieux trucs éculés du développement économique et des théories du développement économique territorial, mais il y a quand même quelques chercheurs qui ont bossé là-dessus, et c'est pas complètement inintéressant de se dire qu'à un moment, moi, mes entreprises parisiennes avaient besoin d'un pied-à-terre à Toulouse, à Nantes, à Caen, ou je ne sais trop où, parce qu'il y avait une force locale dans les télécoms, dans la santé, un laboratoire de recherche ou une industrie dominante avec lequel faire alliance, et c'était pas à Paris. Et donc, on a développé de la co-incubation même. Et donc, j'avais des boîtes à Nantes, par exemple, qui avaient en plus des locaux moins chers que chez moi. Donc là, j'ai perdu un peu d'argent. Mais c'est pas très grave. Mais c'est de la bonne allocation de la ressource du dirigeant de se dire je vais mettre mon équipe de développeurs à Nantes parce que le prix du mètre carré, c'est 120 €. À Paris, c'est 650. Donc, puis en plus, le cadre de vie est un peu sympa, il y a la mer pas très loin. Donc il y a eu ce travail de se dire on va faire alliance et on va devoir trouver ensemble finalement des spécialisations. Paris va être la plaque tournante pour le business, c'est indéniable, parce qu'il y a les grands comptes, il y a l'international, il y a les grands centres de décision. Donc le BizDev, il est à Paris. Sur un certain nombre de laboratoires aussi, parce qu'il y a des laboratoires d'excellence, il n'y a justement pas photo. Et puis après, il y a un pied-à-terre. Parfois en recherche, parfois en BizDev, parfois en développement numérique ou je ne sais trop quoi, qui est associé à une compétence spécifique des autres métropoles en France. Est-ce que pour Montréal, c'est un schéma de ce type-là, ou que finalement vous n'êtes pas une ville globale au sens de Londres ou de Paris ou de New York, où on peut associer 10 filières stratégiques en sciences, par exemple, à Paris, 10 ou 12 même, avoir les meilleurs parmi les meilleurs de la planète sur chacun de ces sujets-là. Est-ce qu'il y a ici des dominantes ? Le tourisme, et donc à quel moment le MTLab devient le premier incubateur touristique au monde ? De facto, effectivement. Maintenant que chez Paris Co, ça se porte un peu moins bien, c'est le moment de nous doubler, c'est déjà fait. Mais c'est à peine une blague. C'est à quel moment, effectivement, il y a un endroit d'excellence, enfin, une ou deux, trois filières. On le sait sur le jeu vidéo, enfin sur les industries de la création, il y a une force, il y a une reconnaissance de la force montréalaise à l'international, et je ne suis pas un analyste de tout ça, donc je pense qu'il y a plein de gens qui ont travaillé finement tout ça, et qu'il serait peut-être maladroit de vouloir être sur tous les domaines, et qu'il y a des sujets sur lesquels vous aurez un terrain de jeu. Je vais prendre un exemple, tiens. Je pense à ça parce qu'il a neigé aujourd'hui, et donc je vais vous parler de la Guyane où il neige moins fréquemment. La Guyane française. J'ai un ami qui faisait le même job que moi, qui développait des incubateurs en Guyane. Alors Guyane, il y a Kourou, le centre spatial européen, on lance des fusées, super. Donc il y a plein d'ingénieurs européens qui vivent entre eux et qui vivent pas en Guyane, en fait, ils vivent à Kourou. Et puis il y a le reste de la région, et donc on est dans un climat tropical, très humide, très dur. Et en fait, il m'appelle pour me dire voilà ma proposition de valeur. En fait, je vais accueillir tes boîtes parce qu'un truc qui survit en Guyane, il survit partout sur Terre. Ok. Et donc, si tu as des boîtes de la tech, tu me les envoies. Elles vont faire 3 mois chez moi. Au bout de 3 mois, si leur truc qui fonctionne encore, on leur met un tampon. A survécu en Guyane. C'est le stage commando. C'est génial. C'est génial, parce que durant 3 mois, ces boîtes, elles ont créé de la valeur. On l'a fait, hein. Il y a des boîtes françaises, métropolitaines, pardon, la Guyane est française, sont allées là-bas et ont éprouvé leur modèle technique dans des conditions dures. Vous en avez ponctuellement. J'adore ces approches-là, parce que c'est vraiment d'assumer complètement une spécificité, une différence que les autres n'ont pas. On l'a fait, nous, sur le territoire parisien. Un mobilier urbain sur le trottoir parisien, s'il survit 3 mois, il survit partout sur Terre. C'est un peu dense à Paris, il y a quelques manifs pas totalement calmes, etc., etc. On a tendance à utiliser les pavés pas uniquement pour passer dessus. Ils nous passent dessus ponctuellement, on lançait des CRS dans les vitres, etc. Donc un truc qui survit, on a eu un programme d'innovation, d'expérimentation sur le mobilier urbain. Les trucs ont survécu, pas de problème à Montréal. Hein. Ce que je retiens, c'est que, puis ça va m'amener vers une dernière portion,
il y a des particularités. Celles que je vais retenir, parce qu'on a chacun nos spécialités. Je vois Marjorie que c'est la deep tech. On a plein de... Mais il y a un truc que je pense, comme pour les régions, Paris ou les grandes villes, c'est de la compétition et c'est très, très difficile. En région, plus la collaboration, et quelque part, bon, on peut se voir comme une région, mais c'est la collaboration. Cette collaboration-là, je crois que je te l'ai montré parce que tu as vu comment les gens participaient, il n'y avait aucune compétition entre nous. Et je crois vraiment, sincèrement, que c'est une particularité qu'on a sur laquelle on peut jouer et ensuite nos spécificités techniques ou d'expertise de développement de business. Comme je parle de collaboration, je vais ouvrir un micro, en fait, ou plutôt même de vous laisser la parole pour pouvoir poser vos questions à Loïc. Parce que peut-être justement ça vous a inspiré ou peut-être que vous attendez depuis tout à l'heure d'avoir la parole pour lui poser des questions. Ensuite, pour passer à aller voir, c'est notre dernière portion, pour aller boire un coup après. Vous pourrez même lui parler personnellement si vous ne voulez pas lui poser la question devant tout le monde. Mais effectivement, si vous voulez partager une question ou un point qui n'a pas été abordé, c'est maintenant. Et on a un micro, c'est un petit micro que José va nous partager. Je me posais juste la question pour les entreprises que vous accompagnez. C'est quoi le design de vos programmes? À quoi ça ressemble, admettons? Est-ce que vous aviez des différents types de programmes? Est-ce qu'il y avait des cohortes? C'était comment est-ce que vous travaillez dans votre équipe pour pouvoir offrir ces programmes d'accompagnement? C'est des choses assez approchantes de ce que fait MTLab aujourd'hui. On n'a rien inventé, on n'a rien révolutionné derrière. Il y a plusieurs... Alors, on graduait un peu les choses en fonction de l'état de maturité de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on avait des programmes d'amorçage. On est sur une entreprise qui n'a pas commencé à toucher son client. On est au MVP, on sélectionne sur des boîtes qui ont déjà commencé à nous dire voilà, mon produit c'est à peu près ça, mon service c'est à peu près ça, je vois à peu près à qui je vais le vendre. On entre en incubation. Phase d'amorçage qui dure 1 an, qui est assez intensive sur le produit ou le service. En approche client. Donc, surtout pas dans le garage, surtout pas dans le labo. Ça, d'autres incubateurs plus amont le faisaient très bien. Incubateurs de recherche surtout. Donc, c'est commencer à confronter ce projet de produit au projet de service au client. Et là, on fait de l'innovation ouverte avec des gens qui, effectivement, vont pouvoir challenger un peu ça. Donc, c'est un programme assez classique là-dessus, donc d'organiser des séquences qui vont permettre ce dialogue-là. Deuxième phase, c'est une phase de décollage. La boîte a trouvé son client et là, on est vraiment sur l'accélération business massive, plus les enjeux de croissance capitalistique, donc de la relation aux investisseurs, où là, on commence à muscler la donne, mais on est beaucoup moins intense en termes d'accompagnement, parce qu'on est face à des entrepreneurs qui commencent à franchement bien faire le job, et ils ont moins besoin de nous. Par contre, l'écosystème de business, ils en ont absolument besoin. On est des ouvreurs de portes, on est des facilitateurs pour les faire entrer un peu partout. Ensuite, en termes de... Si je décompose un tout petit peu à l'intérieur, je vais être bref. Il y a des services en verticalité sur la filière, donc des spécificités liées au monde de la santé, du sport, du tourisme, de l'éducation, où là, mes collaborateurs devaient développer un réseau et une connaissance propre à leur secteur. Il y a des règles de droit dans le monde de la santé qui ne sont pas les mêmes que dans le monde des industries créatives. Il y a des spécificités, donc il y a un accompagnement, la compréhension de ces spécificités de filière, soit par mes collaborateurs quand on avait des gens suffisamment pointus, soit en allant chercher d'expertise externe. Et il y avait un socle qui s'adressait à l'intégralité des startups de Paris Syndco, un socle qui est devenu assez puissant. On avait en fait packagé une offre de services négociés sur les fonctionnalités nécessaires pour toute entreprise. Quelques exemples. Donc, on avait en fait créé une centrale d'achat, puisqu'on avait 500 startups incubées, donc on intéressait du monde. On va avoir un fournisseur de services qui peut être du service numérique, ça peut être une plateforme comme Notion, ça peut être un HubSpot, ça peut être un Salesforce, et qu'on leur dit, au fait, ça t'intéresse, j'ai 500 nouvelles boîtes à fort potentiel. Souvent, on était assez bien reçus, pour le dire. On leur demandait pas d'argent, on leur demandait de nous faire des tarifs pour les startups, mais pas du 10%, du 90%, voire de la gratuité totale durant 1 an. Et à partir de là, effectivement, ça, nous, on pouvait le délivrer. Donc, il y avait une plateforme sur laquelle les startups, quand elles entrent en incubation, elles accédaient au truc, elles avaient des tickets pour avoir droit à un droit de tirage sur ces outils-là. Ça nous permettait de faire... Le but, c'était de faire gagner du temps. L'entrepreneur doit pouvoir se consacrer à son business et trouver le bon outil, le bon CRM, ça prend du temps.
ces facteurs d'inquiétude, d'incertitude. Et si on pouvait le faire pour le compte de plusieurs, on y allait et on rechallengeait ça sous les ans. Donc, globalement, là, j'ai dit à peu près l'essentiel de l'accompagnement. On n'avait pas mis en place, je l'ai regretté, du mentorat par nos alumni, parce qu'on a une énorme cohorte d'alumni. Ça, c'est un des chantiers que j'ai laissé en cours aux gens qui m'ont suivi dans les équipes, de capitaliser sur cette incroyable expérience accumulée des 1800 alumni qu'il y avait dans cette maison, au service des nouveaux entrepreneurs. Ça, il y aurait un truc chouette à faire. Est-ce qu'après ça, vous preniez un coup? Après ça, vous preniez un coup quand même? Un coup, oui. Ah oui, tout a un coût et rien n'est gratuit. Alors, l'animation d'une communauté alumni, c'est pour ça que j'ai souvent reculé, c'est qu'en fait, j'ai du mal à trouver qui allait me payer. Bon, j'avais un peu trouvé à la fin par les mais je ne l'ai pas fait. Je vais prendre la prochaine question. Alors, vous parlez beaucoup de Zoo. Moi, je travaille pour Zoo, donc on est très alignés. Nous, on a un programme d'innovation ouverte avec les défis d'innovation qui marche très bien. On a des super retours des grandes entreprises avec qui ils font les défis. Ils parlent d'agilité, ils parlent vraiment un retour sur investissement sur tous les fronts. Par contre, on a encore de la difficulté à recruter justement les faire signer, qui s'engagent avec nous, puis justement qui prennent la chance. Comment vous approchez justement ces grandes entreprises, mis à part la compétition entre elles? Est-ce que vous aviez une formule magique à nous partager? Non, et c'est pour ça qu'on a perdu beaucoup d'argent à différents moments. C'est qu'il y a eu des moments, surtout en 2021-2022, où il y a eu un repli massif sur ces sujets-là. Massif, c'est que j'ai perdu 2 millions d'euros en un an de chiffre d'affaires, donc ça pique un peu. Une belle courbe sur tout le reste. Non, pas de formule magique, c'est de l'action commerciale, c'est du marketing, c'est une amélioration de l'offre continue, c'est de faire ce que toute entreprise fait face à son client, écoute du client, marketing direct, recrutement de commerciaux qui déchirent, excellente exécution, suivi de l'exécution, analyse, enquête, ce que toute entreprise à peu près saine essaie de faire vis-à-vis pour acquérir et retenir son client. Avec une difficulté, c'est que les prix ont été cassés parce qu'il y a eu des entrants sur le marché qui ont, sur certains de mes modules, le prix a été divisé par 10 en 3 ans. Parce qu'en fait, on était un peu pionniers, et j'alerte un peu Martin sur ces sujets-là, on était un peu seuls, donc on a fait un peu le business, donc on pouvait organiser la compétition de nos clients. Et puis le marché s'est retourné très 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 vite. C'est-à-dire un truc que je vendais 50 000 euros, aujourd'hui ils partent à 5 000 euros. Je ne sais pas comment font les gens qui les vendent à 5 000. Je pense que c'est assez bullshit dans le contenu. Mais le client est dans un acte de communication, dit je fais de l'innovation ouverte, pour 5 000 euros, il a 3 petits apéros, il est content. Donc on a peut-être nous loupé, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on a raté quelque part. C'est ma responsabilité de me dire il y a eu des objets, finalement on n'a pas su suivre des attentes nouvelles du client. Mais ça a été beaucoup d'actions commerciales. J'avais des gens qui faisaient que ça. Et moi je passais mes journées à aller essayer de convaincre de la qualité. Beaucoup d'évolution d'offres en permanence. Quand je parlais des monographies, c'est vraiment des choses qui sont venues dans ces analyses de satisfaction client. Donc beaucoup de dialogue avec nos clients pour regarder ce qu'ils avaient utilisé dans toute l'offre, ce qu'ils n'avaient pas utilisé, comprendre pourquoi ils n'avaient pas utilisé, quelle était la profondeur d'usage. Et ce qui est arrivé aussi progressivement, on l'évoquait rapidement aussi, on a eu un retour des analystes financiers et assez légitimement du ROI dans tout ça. Après une période où les gens disaient l'innovation ouverte, c'est un investissement de temps long. Et effectivement, c'est un investissement de temps long. Le retour sur investissement, c'est à 5 ans, 6 ans, 10 ans peut-être. Pour la start-up, ça va être court terme. Pour le grand groupe, c'est un temps long. Et on a vu revenir des exigences de rentabilité sur l'investissement dans l'innovation ouverte à l'année. Et moi, je me suis retrouvé confronté avec mes interlocuteurs. Et je me souviens très bien d'un petit déjeuner avec un groupe, des gens plutôt sympathiques, où le boss me dit « Je te mets 50 000 euros, ça doit me ramener 400 000 euros à la fin de l'année. » C'est mort, c'est impossible, surtout que ça dépendait de lui. Donc ça, c'est mort. On sait, le petit déjeuner était sympa, est fini, c'est lui qui va payer quand même, faut pas déconner. Et mais c'est plié. Donc là-dessus, je n'ai pas trouvé la recette miracle. On est allé produire des nouvelles valeurs sur des publications, beaucoup, sur des analyses. On s'est rapproché de la science aussi, de la recherche, pour essayer de créer des socles plus puissants sur nos réflexions. Je reviendrai quand même avec... Nous, on est sur notre plan d'affaires qu'on a commencé avec le modèle de Welcome City Lab. On avait 3 partenaires sur le plan d'affaires quand on a commencé. On s'est retrouvé 6 très rapidement. On est rendu à 16 aujourd'hui. Et nous, c'est les fameux
persona dont je parlais, c'est qu'on ne parle pas à une seule personne, mais bien il faut avoir identifié ces 3 personas-là qui seraient idéalement 3 personnes différentes. Le visionnaire, l'accompagnateur, puis le ROI aussi. Parce que si tu laisses juste le ROI parler, il va te dire ce qu'il vient juste de dire. Je veux un retour de 400 millions, de 400 000. Mais il peut avoir repris le pouvoir sur les autres. Mais donc c'est des jeux d'influence dans les organisations et on a vu les mouvements post-Covid. Le Covid très clairement a changé la donne massivement avec effectivement des gens du budget qui sont revenus à la charge, qui sont un peu vengés de leurs petits copains innovateurs qui avaient claqué pas mal d'argent. Donc voilà, et c'est un balancier. Donc moi, je suis convaincu que dans 3 ans, on se retrouve, on raconte une nouvelle histoire parce que ça se sera redéplacé. Mais oui, c'est un business. Ouais. Mais au final, nous, on donne une opportunité à une startup qu'on incube, donc tout le monde est un peu gagnant. Mais c'est sûr que c'est tellement important. Donc... Ouais, moi je suis assez confiant. Il y a une étude, je l'ai transmise à Martin, je vous invite à aller la chercher. Et je ne suis pas un grand fan forcément des études de Capgemini, mais franchement, elle est super intéressante sur une analyse assez approfondie de l'innovation ouverte au niveau mondial. Donc ils analysent les grandes places, etc. Et puis les phénomènes. Et il y a un chiffre que j'ai en tête dans cette grosse étude, c'est que 75% des cas des grandes entreprises qui ont pratiqué l'innovation ouverte, considèrent qu'ils n'auraient pas pu accélérer dans leurs entreprises sans cet outil-là. 75%. Bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est une étude, machin, mais c'est quand même des chiffres qu'on n'avait pas il y a plusieurs années. Et nous, on l'a constaté dans les analyses d'exécution qu'on a pu faire auprès de l'ensemble de nos partenaires sur 10 ans. On a vu une évolution, ce que je disais au début, vraiment de la qualité de la relation. Et j'ai repris, je me le suis noté parce que c'est des chiffres et que j'ai tendance à dire n'importe quoi sur les chiffres, mais comme là, il faut être un peu sérieux. On a eu en fait 3 catégories finalement de réalisation. C'est la création de nouveaux business, ça représentait 26% des dynamiques d'open innovation, d'innovation verte. L'amélioration de process existants, c'est 34%, et l'enrichissement de l'offre commerciale, 32%. Alors, vous voyez, un nouveau business, amélioration du process ou amélioration de l'offre commerciale, et c'est à peu près réparti de la même façon. Enfin, voilà, 30% globalement, 33% pour chacun. Et j'ai trouvé ce chiffre, et donc ça, on a analysé 10 ans d'open innovation chez Paris & Co, j'y arriverai jamais. Et j'ai trouvé ce chiffre très rassurant parce que s'il y avait une dominante très forte sur l'un ou l'autre des sujets, c'est fragile. Là, c'est réparti, et donc si à un moment il y a moins d'activité commerciale, on va améliorer les process internes. Si les process internes, on en a entre guillemets un peu fait le tour, eh ben on va pouvoir faire cette innovation adjacente, c'est-à-dire compléter des existants dans une organisation. Et c'est globalement réparti de façon équitable, c'est-à-dire qu'on a su toucher des personnes à multiples au sein de ces organisations, les gens des process, les gens du BizDev et les gens du commerce. Et je les distingue un petit peu, mais bon, voilà. Catherine? Oui, je vais mettre mon chapeau expérience client. Puis je vais poser la question parce qu'on parle d'innovation ouverte, on parle, dans le fond, de s'ouvrir aux startups, mais on parle aussi d'ouvrir son kimono puis de parler de ce qui va mal dans l'entreprise, puis un peu voir c'est quoi les pain points qu'on tente de régler. Est-ce que les entreprises avaient cette facilité-là de dire, voici les problèmes que j'ai, puis parce que c'est pas juste la startup qui vient dire, voici ce que j'ai à présenter, la business aussi dit, j'ai des problèmes, puis moi, je veux investir, comme on disait, gouvernance, RH, pain point client. Ouais. Il fallait un petit peu leur forcer la main, parce que reconnaître un truc qui ne marche pas dans une grande organisation, je reviens à mon histoire d'humilité là tout à l'heure, mais c'est notre métier, et c'était une des valeurs qu'on avait réussi, je pense, à produire, c'est de rassurer, de donner confiance, parce qu'on est des tiers neutres. Je pense parce que le MT Lab, c'est pareil, on est non-profit. À la fin de l'histoire, en fait, on est là pour faire progresser un système, et je crois que c'était bien compris. Donc oui, on a réussi en travaillant avec des grandes organisations, et c'était des ateliers, c'était du travail d'animation, c'est un travail de professionnel, que de faire exprimer ses besoins, ses pain points à différents endroits de l'organisation, et qui peuvent être sur les 3 chapitres que j'ai évoqués, avec notre allié en interne de l'organisation sur le sujet qui l'intéressait. Et à partir de ces ateliers, de cette production de signaux, on avait une capacité à envoyer un signal qui était, et je pense là où on a plutôt réussi, c'est qu'on l'a parfois dit aux grands groupes, on va communiquer vers les startups, mais t'inquiète pas, on ne va pas donner ton nom. Parce qu'il y a un effet réputationnel qu'on ne peut absolument pas négliger. On prend l'exemple de l'Auto-Québec ce matin. Si l'Auto-Québec a une difficulté spécifique sur un sujet, par exemple la sécurisation de la donnée financière, on va éviter de le faire savoir.
Mais on peut envoyer un signal dans le paysage avec un truc genre une grande société de jeux. Non, bon. Voilà, on allait communiquer vers l'écosystème startup. La force, c'était l'identité de Paris Senco vers le monde startup qui savait que l'appel à l'innovation qu'on avait produit était assis sur une véritable expression de besoin d'un grand partenaire. Et qu'à partir de là, on allait attraper effectivement des signaux d'entrepreneurs qui nous disaient j'ai peut-être la solution qui correspond aux besoins que vous avez ciblés. Et après, on faisait du go-between, on faisait la mise en relation entre le grand compte, etc. Et puis après, il y a des organisations qui nous racontent du flan, qui nous font croire que c'est leurs besoins, c'est bidon, etc., évidemment. Donc, tu as un problème tout à fait courant qu'on a tous, puis ça se travaille au corps à corps, de toute façon, avec tout le monde, que ce soit à Paris ou ici, de toute façon, ou à Longueuil. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est un truc courant. Je pense que c'est notre domaine qui est comme ça. C'est notre cœur de métier. Je me permets, chef, un élément sur lequel on a beaucoup pris appui, c'est le collectif. On a fait des travaux avec un grand groupe dans un coin, dans une pièce, etc. Mais la force du collectif et justement le fait qu'il n'y ait pas de concurrents dans la pièce nous a aidé à faire ces expressions de besoin aussi en confiance, c'est-à-dire qu'on faisait du tour de table avec des outils d'animation spécifiques. Et puis, en fait, dès qu'il y en a un qui commence à exprimer le problème, les autres, d'un seul coup, arrivent à avouer les leurs. Ça faisait un peu séquence des alcooliques anonymes, mais ça marche. Ça marche, c'est psychologique tout ça. C'est qu'à un moment ou un autre, on fait le tour, là, chacun va dire problème de la semaine, allez, on est entre nous, on va y arriver. Et on a craqué comme ça, je pense, des modèles d'expression, et c'était hyper riche pour nous, parce que d'un seul coup, on avait 4 groupes qui avaient le même problème au même moment. Donc c'est génial, il y a un marché. Et si les 4 qu'on avait dans la pièce, sur les 12, un tiers de notre marché a un problème, et les entrepreneurs, il y a des gros sous. Je peux confirmer, nous, dans notre cercle des innovateurs, nos partenaires, c'est qu'au fond, le retour d'expérience, quand ils travaillent avec des startups, c'est peut-être 1, 2, 3 startups, mais avec nos 15 autres partenaires, c'est x15 finalement. C'est 15, 30, 45 retours d'expérience. Donc, ils peuvent apprendre beaucoup et donc partager des choses qui sont, dans notre cas, c'est notre même domaine, donc ils peuvent se reconnaître. Est-ce qu'il y a d'autres questions des gens qui ont le goût de... Oui, bonjour, Alexandre? Merci pour la présentation. Je voulais savoir, vous avez mentionné que vous avez accompagné beaucoup d'entreprises puis que vous avez vu un changement de mentalité à travers ces entreprises-là. Est-ce que ça a été limité à ces entreprises-là ou c'est un changement culturel que vous avez vu à travers les entreprises françaises? J'ai pas forcément les outils de la mesure du changement culturel des entreprises en France. Enfin, là, je pense qu'il faudrait faire appel à quelques homologues au sein du ministère de l'économie en France ou autres, ou d'autres outils d'analyse. Pour ça, je regarde les grandes études type Capgemini, etc. Donc là, les mondiales, j'ai pas mes données. Je pense qu'on était assez représentatif, néanmoins. Je me méfie beaucoup des biais qu'on introduit en fait dans nos métiers, parce qu'en fait, on a un mode de questionnement, on fait de la sélection, c'est comme sur l'univers startup, c'est-à-dire qu'à un moment, on recevait 3000 candidatures, on retient 300 nouvelles entreprises chaque année. C'est comme une grande école, elle fait le tri, donc elle sélectionne a priori des très bons, et puis elle leur donne un enseignement qui n'est pas trop mauvais, donc oui, ça donne des bons à la fin. Mais il y a un biais à l'entrée qui est la sélection. Et dans nos partenariats, soit c'était une sélection commerciale, soit avec d'autres, c'était moins le cas. Mais on introduit des biais qui font que je suis très prudent sur les jugements comme ça sur des facteurs globaux parce que y a ces éléments qui ont transformé le signal. Je pense quand même en regardant un peu ce qu'ont fait mes petits camarades aussi dans d'autres gros programmes d'incubation, d'innovation ouverte ou autre, ce qui s'est fait par les autorités aussi, parce que quelle est la relation des instances de la ville de Paris, de l'État français avec ces entreprises. On l'a vu sur ce qui a été engagé par le gouvernement sur Chose France, etc. Enfin, quelle est la dynamique, quelle est l'appétence de ce monde des grandes entreprises vis-à-vis des startups. À peu près les schémas que je vous ai décrits, on les a retrouvés de façon majoritaire dans l'économie. Le frein lié au Covid, on l'a observé chez tous mes homologues, on s'est tous appelés quand on a vu les chiffres se casser la gueule. Le retournement de l'investissement aussi, je ne l'ai pas évoqué, mais on a quand même subi là une crise de l'investissement en start-up massif sur l'année qui vient de s'écouler. Nous, c'est 50% à peu près qui a disparu en 6 mois. Donc beaucoup de fonds qui ont fermé leur tiroir.
Les fonds ne sont pas morts, hein, ils se portent bien, mais ils ont fermé les tiroirs. Et puis beaucoup de startups qui se sont cassées la figure parce que le post-Covid est là, c'est-à-dire que 2 ans après, les systèmes d'aide se sont épuisés, l'économie a repris, mais pas dans tous les segments. Et donc voilà, il y a eu un tassement quand même de tout ça sur multifacteurs. Et donc je pense qu'effectivement ce que j'ai exprimé, à peu près conforme à une généralité, mais je resterai prudent quand même. Effectivement, ça ressemble beaucoup à ce qu'on vit ici au niveau du financement. C'est ce qu'on ressent, pareil. D'autres questions qui vous voudrez parler? Ouais, Christian? Une question justement sur là où on était. Il y a 2 ou 3 ans, les gens levaient 2, 3, 4 millions de dollars pour financer le startup. Et effectivement, l'année dernière, c'est disparu. Meilleur financement, c'est un client. Les grands groupes, quand ils voient qu'ils peuvent innover par une start-up, est-ce qu'ils sont ouverts à faire des chèques? Comme le président d'Oracle fait ça. Il fait développer ses produits par les grandes entreprises. Est-ce que vous voyez les grands groupes donner des mandats à des start-up? Ouais, beaucoup trop peu. Okay. Par rapport à la masse potentielle, à la fois en chiffre d'affaires, ce qui est quand même la clé de tout, mais aussi en investissement. Le nombre de grandes entreprises françaises qui ont créé des fonds dignes de ce nom. Un groupe comme Sodexo, 17e employeur mondial, 470 000 salariés, qui doit investir, bon an mal an, 20 millions d'euros, mais on se fout de la gueule du monde. Totalement. Et moi, j'ai vu des startups quitter le territoire français parce que rachetés par les GAFAM, c'est une chose, mais par d'autres grandes entreprises internationales. Et quoi que raconte mon très cher président de la République et ses différents secrétaires d'État au numérique, les licornes françaises sont américaines. Elles sont sous capitaux étrangers. Donc le chiffre d'affaires est insuffisant. Il existe, mais c'est microscopique. Les grandes entreprises ont injecté, on leur doit ça, beaucoup d'argent pour apprendre à faire ce job avec les startups. C'est pas facile de bosser avec une startup, de toute façon, c'est compliqué. Donc il faut injecter du monde, etc. Donc il y a des entreprises qui ont su mettre de l'argent, créer des organisations vraiment efficaces. Et là, on commence à avoir des résultats, mais il a fallu 10 ans. Je reviens à la Française des Jeux, c'est 10 ans de boulot avec eux, acharnés, on s'est battus comme des chiens. Ils ont de l'argent, mais ils l'investissent fortement. Ils ont créé, il y a l'année dernière, un fonds, Corporate Venture, qui est intéressant, qui est dynamique. Ça progresse. Et on voit une stratégie de temps long. Et ça, c'est intéressant. Maintenant, effectivement, quand je regarde le CAC 40 français, la puissance des groupes français, c'est un foutage de gueule. C'est un foutage de gueule. Orange distribue quelques clopinettes de temps en temps. Alors, ils font une communication Total énergie, enfin, Pouyanné, mais au secours, quoi. Il a créé un truc à Station F. Ils nous ont dégagé 100 000 euros en moins du jour au lendemain. Ils ont rompu un contrat. Ils sont allés à Station F pour faire de la com. Il n'y a rien qui sort. Rien. On parle de Total Énergie, un des plus grands pollueurs de la planète accessoirement, mais qui pourrait engager quelques dizaines de millions d'euros, voire centaines de millions d'euros pour innover dans les enjeux des énergies vertes, par exemple. Enfin, j'ai répondu à la question. Ok, oui. Donc ça ne remplace pas malheureusement les autres investisseurs et évidemment ce chiffre d'affaires il n'est pas suffisant alors qu'il y a un bouillonnement d'énergie entrepreneuriale et oui, moi j'ai vu plein de mes boîtes partir à l'étranger et réussir des développements. Il y en a ici, hein. Ben oui. Il y en a au Canada. Et oui. elles ont peut-être pas tort. On voit 2 playbooks à Montréal, les investisseurs locaux, les anges. Puis les gens vont en Californie puis vont rajouter un 0 au chèque qu'ils vont récupérer. Oui, même en 2023. Là. Je vois, en fait, peut-être que j'exagère un peu, mais on a des problèmes qui se ressemblent ou des avantages qui se ressemble. On arrive à la réunion des alcooliques anonymes. Oui, là. c'est ça. Et aussi, peut-être que c'est une question de volume. Effectivement, on divise par 10 le nombre de grands groupes ou d'opportunités. Mais cette volonté, cette collaboration, peut-être que ce que j'ai remarqué dans la discussion, c'est qu'à Paris ou dans les très grands centres, c'est de la grosse compétition assez mortelle, ou même si vous devez vous parler ensemble, mais c'est de la compétition. Ce que je perçois beaucoup
beaucoup moins à Montréal, au Québec. On est vraiment en train de collaborer, même si, je veux dire, il y a des charges gardées un tout petit peu, c'est un peu normal, mais n'empêche qu'on est plus en train de vouloir travailler ensemble, ce qui est une caractéristique intéressante, mais que les problématiques que nous vivons se retrouvent aussi sur d'autres marchés, avec d'autres échelles, mais que de ce côté-là, si on se compare dans la volonté, je pense que la comparaison Paris-Montréal, Paris-Québec... Ouais. Et puis et chapeau, et puis surtout préserver ça, c'est précieux, c'est cette coopération, parce qu'on n'est pas assez nombreux pour faire ce job, cette transformation qui permet d'influencer aussi des grands acteurs, des grands investisseurs. Et puis votre question était sur les investisseurs, l'achat privé, mais il y a des opérateurs publics dans la pièce. Nous, il y avait les enjeux de l'achat public. En France, et je pense que c'est à peu près pareil ici, le poids de l'argent public, de la décision politique publique est très important. La direction des achats de l'État, en France, c'est 80 milliards d'euros. 80 milliards d'euros. Donc, quelle est la part de cet investissement qui s'injecte dans cette économie qui est soutenue par subvention dans nos dispositifs? Donc, c'est comme on boucle la boucle. Je soutiens une économie de l'innovation, mais est-ce que j'achète l'économie de l'innovation? Moi, je suis presque à me dire, mais arrêtez de mettre des subventions dans les incubateurs, à acheter des solutions start-up, et les start-up vont acheter le service d'incubation. Et là, on va faire un truc qui sera très profitable. La ville de Paris, c'est un budget global de 8 milliards, c'est 1,7 milliard d'achats. Donc une fois qu'on a supprimé tout ce qui est salaire des fonctionnaires, immobilier, balabadam, allez, les bonnes années, il y avait une start-up de Paris Senco qui arrivait à vendre quelque chose à la ville de Paris. Donc je peux taper sur Total, j'ai beaucoup tapé sur la ville de Paris, mais je n'ai pas réussi à produire de l'achat d'innovation par le marché public. Donc il y a aussi cet aspect. Donc préserver ça, parce que c'est aussi cet équilibre, cette bonne relation entre opérateurs et sur l'ensemble de l'écosystème, parce que c'est aussi une force d'influence vis-à-vis des décideurs. On est des petits organismes, même nous, moi, avec mes 100 collaborateurs, on était minuscules dans ce système-là, face aux 60 000 fonctionnaires de la maire de Paris. Donc il faut faire alliance pour déplacer effectivement un petit peu ces montagnes-là. Il y a des enjeux d'agrégation des données pour montrer effectivement à quel point tout le travail qu'on accomplit ensemble est producteur de richesse et producteur d'une valeur incroyable de transformation de nos sociétés. Donc il faut évidemment s'associer. On y arrivait sur Paris, mais on en avait discuté. C'est-à-dire il y a tellement de strates et de typologies d'acteurs que moi je travaille plutôt très bien avec les incubateurs de recherche publics qui étaient en amont, parce qu'on était sur une chaîne de valeur en continu, donc on récupérait pas mal de leurs dossiers. Eux faisaient un travail sur la recherche qui était super intéressant, sur la tech de pointe, etc., dans les laboratoires. Nous, on faisait un travail sur le business, et puis on avait quelques outils d'accélération plus capitalistiques qui prenaient notre relève derrière. Et ça, on y arrivait. Il y avait des univers dans lesquels la coopération, typiquement sur les industries créatives, était quasi naturelle et fonctionnait très bien. On bossait super bien. J'ai évoqué le 104, la Gaieté Lyrique, c'est des gens avec qui on travaillait très très bien. Il y a une intelligence collective qui était incroyable. Et je sais que mes équipes, on se renvoyait les dossiers. On ne pouvait pas accueillir tout le monde, il ne pouvait pas accueillir tout le monde. Par contre, on savait que tel incubateur était meilleur que nous dans tel domaine. Et je crois que mes équipes, moi je l'avais vissé dans les tripes, mais c'était valable pour mes équipes. L'objectif final, c'est d'aider les entrepreneurs dans leur développement. Et donc, est-ce qu'on trouve le meilleur allié pour leur développement? Souvent, c'était pas nous, c'était des copains. Donc, faire ces alliances, c'était crucial pour les boîtes. Eh bien, merci beaucoup, Loïc. Merci beaucoup pour tout le monde d'être venu. Je vous invite maintenant à vous servir. Il y a des bouteilles ouvertes. Et donc, passez une bonne soirée. Merci d'être ici. Bienvenue au MT Lab. Bienvenue chez vous.